Bon, alors bonsoir à tous, on va commencer. Je crois qu'il n'y a plus personne en attente, donc on peut y aller. Alors pour commencer, d'abord c'est un grand plaisir pour l'Université populaire d'Amiens, pour l'UPA, de se retrouver ici. Tout à l'heure je me suis dit mais on n'est pas venu depuis quand? On n'est pas venu exactement depuis le 11 mars 2020, ça fait 20 mois. Et ça a été une période quand même assez difficile pour tous, même si nous avons essayé de maintenir par des conférences à distance grâce à Zoom, et puis on a repris là, le programme petit à petit, mais à la Maison du Théâtre on n'était pas venu, j'ai fait le compte, ça fait 20 mois et ça fait très long. Voilà. Donc un grand merci à la Maison du Théâtre de nous accueillir, de nous permettre de reprendre les cycles de conférences en coopération. Un grand merci aussi à Élise Sultan-Villet, qui est à côté de moi et qui va faire la conférence. Et un grand merci à Samuel, alors ça y est, j'ai oublié son nom, Sabreux, qui va procéder à la lecture du conte avant la conférence, de façon à ce que tout le monde puisse le remettre en mémoire. L'Université populaire travaille aussi, cette fois-ci, avec ses cités philo, pour l'organisation d'un cycle de conférences sur les fictions. On se retrouvera donc encore le 4 décembre, et puis encore en décembre. Le 4, je sais que c'est sur Jules Verne, et ensuite, ça sera aussi sur les fictions, la philosophie pour les enfants. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on va déjà aborder aujourd'hui. Et puis, dans le cycle Penser notre présent, c'est aussi la 3e conférence que nous faisons sur le thème des fictions et du pouvoir des fictions, des fables, des contes. On a eu ici même une première conférence sur les utopies et les dystopies avec Alain Maillard. On en a eu une autre avec Jean-Paul Angélibert, qui est maître de conférence en littérature comparée à Bordeaux-Montaigne, qui lui nous a parlé du pouvoir des récits d'apocalypse, de fabuler les fins du monde, et comment ces fictions sont aussi un moyen de prévoir ou de prévenir les fins du monde et les catastrophes. Et donc aujourd'hui, ça sera une conférence sur les contes, alors des contes qui paraissent des contes pour enfants, Perrault, Charles Perrault, en particulier sur la Barbe Bleue, conte qui est adapté et qui sera donc joué demain dans la pièce Les femmes de Barbe Bleue. Nous avons donc ici, malheureusement nous n'avons pas Lisa Guess qui est la metteuse en scène, mais nous avons son assistante, et nous en sommes ravis, qui est Sarah Doukham, qui pourra donc répondre tout à l'heure pendant le débat à des questions, et puis également la comédienne Aknox, qui pourra également participer au débat et répondre à toutes les questions que vous pourrez poser, puisque, évidemment, une pièce, Les femmes de Barbe Bleue, c'est forcément une réécriture du conte de Perrault qui est difficilement adaptable tel que. Ce que je voulais souligner avant de laisser la parole à nos deux intervenants, c'est l'intérêt actuel pour les fictions et en particulier pour les contes. Les contes de Perrault, ils ont été mis au programme des terminales littéraires il y a 10 ans. Et ça a été, je dois le dire, puisque j'avais à l'époque une classe de terminale, une découverte pour les élèves qui ne connaissaient pas ce côté beaucoup plus complexe des contes que la vision qu'on en a dans certains films d'animation grand public, je ne citerai pas. Le fait aussi que ces contes... pas seulement les contes de Perrault, mais tous ces contes du XVIIe et début du XVIIIe siècle sont devenus un objet d'intérêt pour les universitaires. Et on a une qui est présente ici à côté de moi, et qui dirige un séminaire sur les fictions et l'économie. Il y a une série de travaux qui ont été publiés et qui vont bien au-delà d'une simple lecture, les bons et les méchants dans les contes. Et puis enfin, cette année, les contes de Perrault et ceux de Madame d'Aulnoy. Madame d'Aulnoy, c'est l'oiseau bleu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un conte qui est assez peu connu aujourd'hui. Ces contes sont au programme des agrégations de lettres, et je crois que c'est une bonne nouvelle qu'on se penche enfin sur le pouvoir des fables. On va parler aujourd'hui de La Barbe Bleue, qui est publié dans un ouvrage, un recueil que Perrault intitule « Histoire et contes du temps passé, avec des moralités ».
Et La Barbe Bleue est justement la seule histoire du recueil qui ne soit pas sous-titrée conte. C'est La Barbe Bleue et on commence directement le récit. C'est assez intéressant. C'est un conte de fées, mais sans fées, enfin, sauf si on admet, et c'est dit dans le texte, que la clé était fée. La clé, je trouve que c'est aussi assez intéressant. On présente un personnage qu'on assimile souvent à un ogre, mais qui n'est pas un ogre, puisqu'il est présenté comme un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, donc un bourgeois ou un gentilhomme ordinaire du XVIIe siècle. Et enfin, cet homme est nommé la Barbe Bleue dans l'ensemble du conte, c'est-à-dire avec un changement de genre de l'article qui m'a toujours interpellée dans ce conte. Donc voilà de quoi nous placer sur le seuil de l'imaginaire et de la réflexion. Et enfin, j'avais voulu rendre hommage à quelqu'un dont on va fêter l'anniversaire de la naissance, qui est La Fontaine, et qui dit dans une fable qui s'appelle justement « Le pouvoir des fables », si peau d'âne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser comme on amuse un enfant. Voilà. Je laisse la parole donc à Samuel pour la lecture du conte et puis ensuite à Élise pour sa conférence. J'ai oublié de dire que Élise est professeure de lycée à Amiens, qu'elle est également professeure à l'université, qu'elle coordonne, ça je l'ai dit, un séminaire sur économie et politique, enfin, pardon, fiction et économie, qu'elle a publié dans le domaine des contes des ouvrages sur Alice au Pays des Merveilles et sur les contes de Grimm, mais aussi qu'elle est l'autrice d'une thèse sur le roman libertin et que cette thèse, enfin une présentation de cette thèse vient d'être publiée aux éditions Champion. Bon, malheureusement, on ne l'a pas ici aujourd'hui, parce que je crois que c'était un peu court pour le procurer. C'est dommage parce que notre partenaire du labyrinthe aurait pu le vendre. Mais je pense que vous pourrez le trouver à la librairie du labyrinthe très rapidement. Voilà. Merci, Samuel. Perrault, La Barbe Bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était personne qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait 2 filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage en lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elles n'en voulaient point toutes 2 et se le renvoyèrent l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La Barbe Bleue, pour faire connaissance, les mena, avec leur mère et 3 ou 4 de leurs amis, et quelques gens du voisinage, à une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Ce n'était que promenade, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations. On ne dormait point, et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe aussi bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de 6 semaines au moins, pour une affaire de conséquence, qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les menât à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. Voilà, lui dit-il, les clés de 2 grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres-forts où mon or et mon argent.
celle des cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement en bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que, s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné, et lui monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoie acquérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meubles, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui, cependant, ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement en bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes, attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sable et avec du grès, elle demeura toujours du sang, car la clé était faite, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La barbe bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu'il avait reçu des lettres en chemin, qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui demanda les clés, et elle lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres ? » « Il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut sur ma table. »« Ne manquez pas, dit la barbe bleue, de me la donner tantôt. » Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La barbe bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme, « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ?»« Je n'en sais rien,
répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. Vous n'en savez rien, reprit la barbe bleue. Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant et en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, affligée comme elle l'était. Mais la barbe bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, lui dit-il. Et tout à l'heure, puisqu'il faut mourir, répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne un demi-quart d'heure, reprit la barbe bleue, mais pas un moment davantage. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit « Ma sœur Anne », car elle s'appelait ainsi, « monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui, et si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne lui répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Cependant, la barbe bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait de toute sa force à sa femme « Descends vite, ou je monterai là-haut !»« Encore un moment, s'il vous plaît, » lui répondait sa femme. Et aussitôt, elle criait tout bas « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Et la sœur Anne répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. »« Descends donc vite !» criait la barbe bleue, « ou je monterai là-haut !»« Je m'en vais, » répondait la femme. Et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit la sœur Anne, « une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sont-ce mes frères ?»« Hélas non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Ne veux-tu pas descendre ?» criait la barbe bleue. « Encore un moment, » répondait sa femme. Et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit-elle, « 2 cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. »« Dieu soit loué !» s'écria-t-elle un moment après. « Ce sont mes frères. Je leur fais signe tant que je puis de se hâter. » La barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds tout éplorée et tout échevelée. « Cela ne sert à rien, » dit la barbe bleue, « il faut mourir. » Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme, se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu. » Et levant son bras, dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la barbe bleue s'arrêta tout court. On ouvrit, et aussitôt on y entrait 2 cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à la barbe bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Et les 2 frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron, ils lui cassèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que la barbe bleue n'avait point d'héritier et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur avec un gentilhomme, une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses 2 frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la barbe bleue. Moralité. La curiosité, malgré tous ses attraits,
coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être. Et toujours, il coûte trop cher. Autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible. Fût-il malcontent et jaloux, près de sa femme, on le voit filer doux. Et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître. Je remercie l'Université Populaire et la Maison du Théâtre de m'avoir invité et Samuel Savon pour cette lecture. On va donc reprendre cette drôle d'histoire. Il était une fois un affreux barbu qui a assassiné sauvagement 6 de ses femmes et qui a tenté d'en assassiner une 7e. Drôle de conte. Drôle de conte auquel pourtant Charles Perrault était attaché au point de le faire paraître 2 fois. Une fois dans ses contes de la Merlois en 1695 et une 2e fois 2 ans plus tard dans ses histoires et contes du temps passé avec des moralités. La Barbe Bleue y contoie des contes les plus célèbres du genre, comme La Belle et la Bête, La Belle au Bois dormant, Le Chat botté, Cendrillon. Mais dès la première page du manuscrit, comme il a été rappelé tout à l'heure, effectivement, La Barbe Bleue se démarque. Il est le seul récit à ne pas être sous-titré conte. Est-ce vraiment un conte? En quoi se distingue-t-il des autres? Est-il une histoire du temps passé, là où les autres donneraient dans le merveilleux? Relève-t-il du genre de l'histoire tragique, genre qui était alors populaire au XVIIe siècle pour sa mise en scène de faits divers scabreux? Force est de constater qu'il s'agit d'une drôle d'histoire, laquelle n'est pas tout à fait pour les enfants. Non que ce drame sordide, aux limites du tragique, soit plus terrifiant que d'autres, que l'on pense par exemple à l'horrible Petit Poucet, hein, c'est quand même une histoire tout à fait étonnante et effrayante du point de vue des enfants, ou à la petite sirène, hein, aux pauvres petites sœurs de la petite sirène qui se voit contrainte de se faire arracher la langue, et j'en passe. Le problème, c'est pas tant qu'il soit sordide, mais que son sens est très mystérieux. Très mystérieux, aussi mystérieux d'ailleurs que le cabinet fermé de son personnage titre. Ambigu, c'est moral, dont on reparlera tout à l'heure, aurait largement de quoi inquiéter Rousseau, lui qui prenait pour exemple Le Corbeau et le Renard de La Fontaine, pour dire à quel point il peut être compliqué de donner à lire aux enfants des ouvrages dont la morale est complexe et incompréhensible. Pour Rousseau, Le Corbeau et le Renard, c'est vraiment l'exemple même de la fable à ne pas faire lire aux enfants tant elle est énigmatique. Très court, ce conte fait environ 2000 signes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Barbe Bleue fourmille d'indétermination. Alors, peut-on tirer de la Barbe Bleue matière à philosopher? Plus généralement, de ce qui est faux, peut-on prétendre en tirer une vérité ou peut-être des vérités? Philosophe-t-on avec un conte comme on philosopherait avec un essai? Voilà autant de questions que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui. Le conte de Charles Perrault part d'un constat, celui de la terrible laideur de son personnage titre, celui qui porte la Barbe Bleue. C'est un attribut si étrange qu'il en devient le titre du texte. C'est une pilosité à la fois exceptionnelle, insolite, effrayante. Une pilosité digne d'un cabinet de curiosité. Quant à savoir si sa couleur répugnante, attrait au merveilleux, possède une explication rationnelle, il pourrait s'agir par exemple de reflets bleutés, d'un brin très profond qui tire vers le bleu. Il pourrait aussi s'agir par exemple d'une portée allégorique, ça pourrait être le symbole d'une tare, de quelqu'un qui est mal né, de quelqu'un qui a des origines obscures ou diaboliques. On n'en sait rien, le mystère reste entier. Et jusqu'à quel point finalement le rejet inspiré par cette drôle de barbe n'est-il pas qu'une question de goût ou une question de mode? Barbe Bleue, premier hipster de l'âge classique. L'histoire ne le dit pas. Mais heureusement pour lui, tout le monde n'a pas cette chance. Sa disgrâce physique est compensée, non par son esprit, comme c'est le cas d'Henri Kélaou, mais par sa fortune colossale. Son succès dans les affaires le rend fréquentable et respectable.
En dépit de sa laideur et de son passé trouble, son visage a beau horrifier, sa fortune le sauve, notamment auprès des femmes, attirées par tout ce qui brille, insiste Perrault. L'affreux barbu, qui n'a pas de nom, hormis ce surnom que lui affuble seul le narrateur, est propriétaire de magnifiques maisons en ville, à la campagne, d'hôtels, de châteaux, grand luxe où abonde la vaisselle, d'or, d'argent, de meubles brodés, de carrosses dorées. L'inventaire de ces possessions d'ailleurs contribue à dater et à situer l'histoire. On s'éloigne ici des codes traditionnels du conte qui cultivent une indétermination spatio-temporelle et se situent très souvent à la campagne. Ici, les sofas et les glaces sont des mobiliers typiques du XVIIe siècle et beaucoup d'indices, comme par exemple le fait que Barbe-Bleue parte en province, la mention d'une grande galerie de l'appartement du bas, de nombreux indices portent à croire que le cœur du récit se déroule non pas à la campagne mais en ville, dans un hôtel particulier des faubourgs parisiens par exemple. La scène pourrait très bien se passer du côté des grands boulevards comme celui de Saint-Germain, autrement dit là où s'établissaient les nouveaux riches de l'époque. Pour le reste, et contrairement aux autres contes, on déduit plus qu'on a d'informations tangibles la situation sociale du personnage. Il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme et non d'un roi, d'un bûcheron, d'un gentilhomme, comme on trouve traditionnellement dans les contes. Est-ce une façon pour Perrault d'universaliser ce personnage et son histoire? Les informations sur la 7e femme de Barbe-Bleue ne sont d'ailleurs pas plus précises, puisque l'auteur, pour toute description, se contente de la juger, je cite, « aussi belle que sa sœur ». Elle n'a pas non plus de nom, contrairement à la fameuse sœur Anne. Éblouie par la fortune du roturier, celle en qui on peut voir peut-être une noble désargentée, finit par se demander si la barbe de son prétendant, désormais nommé respectueusement le maître du logis, est si bleue que ça. L'or décolore les poils plus vite que l'eau oxygénée. Mieux, il commue les monstres en honnêtes hommes. Enfin, pas tout à fait, car le texte ne dit pas qu'elle finit par sublimer son étrange pilosité, mais que son effet repoussant s'atténue avec sa fortune, jusqu'à rendre possible le mariage. Fini le délit de sale gueule. La richesse fait également oublier de s'interroger sur les antécédents matrimoniaux du futur conjoint. Ont-elles disparu? Sont-elles mortes? Si précédente femme il y eut, la seule certitude qu'on ait est que la législation de l'époque n'autorisait pas le divorce. Donc si Barbe-Bleue voulait en épouser une 7e, c'est bien que ses autres femmes ont disparu. Par sa fortune, ce dernier finit finalement par faire bonne figure, au point que la nouvelle prétendante ne se fait pas prier pour céder à ses avances, tout comme sa famille, et ce, malgré son visage et son passé trouble. L'argent de la barbe n'a pas d'odeur. Autre originalité de ce conte, le mariage n'y tient pas lieu de conclusion heureuse. On se souvient du fameux « et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Ici, le mariage se noue dès le début et la suite vire au tragique. Telle qu'elle est présentée dans cette petite histoire, la femme, donc la 7e, ne joue pas ici son plus beau rôle. Lors du voyage d'affaires de la Barbe-Bleue, elle ne manque pas d'immédiatement afficher le luxe de son hôtel particulier auprès de ses amis, lesquels se montrent aussi émerveillés qu'envieuses. Il y a une restriction et une seule, ne pas pénétrer dans le petit cabinet dont le mari lui donne pourtant, par défi, par perversité, par jeu, la clé. Elle s'y précipite, sans délai, et ce si bien qu'elle laisse en plan ses invités, et manque de tomber dans les escaliers tant son impatience est grande de découvrir le secret derrière la porte. Ce portrait satirique de la femme est un classique du genre. Il y avait avant celui-ci, évidemment, Pandore, Pandore donnée pour épouse à Épiméthée par Zeus, et qu'il savait incapable de résister à ouvrir la boîte au malheur, qu'elle avait ordre de garder close. Vient ensuite Psyché, à qui Eros avait défendu de regarder son visage, et qui n'a pas pu s'en empêcher. Sans parler d'Ève, qui n'a pas pu résister à la curiosité de goûter aux fruits défendus. Dans la ligne droite de ces femmes victimes d'une curiosité qui nuira à l'humanité tout entière, la dernière femme de la Barbe-Bleue est incapable de ne pas transgresser l'interdit, de voir et de savoir. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous des armes.
vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Plus sérieusement, avec le spectacle des cadavres ensanglantés des 6 ex-femmes de la Barbe Bleue, on bascule dans l'horreur et le fantastique. Il est question d'un plancher tout couvert de sang caillé, de sang où se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'était, précise une incise de Perrault, toutes les femmes que la Barbe Bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. La Barbe Bleue est bel et bien un monstre. Et un monstre bien pire que celui de la Belle et la Bête, car il n'est pas sous l'emprise d'un maléfice. Sa cruauté, est sienne. Elle est gratuite, sans explication. Pourquoi ces meurtres en série? Serait-on en présence de ce que Kant qualifie de mal radical, soit un mal absolu, total, sans appel, sans excuse? Selon Platon, nul n'est méchant volontairement. Le méchant est l'ignorant qui s'est trompé dans ses choix. Ici, il n'y a aucune tentative d'explication rationnelle, aucune tentative d'explication psychologique de crime de la part du comte. Il n'y a aucun traumatisme originel en vue, aucune mention d'un éventuel cas de démence, rien, absolument rien. Rien n'exclut finalement que l'on soit face à des actes que motive la seule volonté perverse du tortionnaire à la Barbe Bleue. Drôle de conte pour enfants, donc, comme je vous le disais. Effrayé, on serait à moins la dernière femme de Barbe Bleue laisse tomber la clé du cabinet qui s'imprègne de sang. Pas de chance. Le texte précise que la clé était fée. Et une fée maléfique, une fée qui rend le sang indélébile. C'est d'ailleurs le seul élément merveilleux du récit. Cette mention rattache ce récit à la tradition du conte, au moment même où on aurait pu se croire dans un drame sordide. En effet, l'histoire ressemble à celle de tueurs en série bien réels, dont il aurait pu s'inspirer, comme par exemple Gilles de Rais ou Henri VIII. Mais non, on se heurte à la fausseté d'un fait impossible, et dont on ne pourrait accuser la seule folie de la femme, à l'instar de celle de Lady Macbeth, qui, elle, également, n'arrive pas à laver ses mains. Mais pour le coup, c'est pas lié à un maléfice. Ici, c'est vraiment la clé qui est maléfique. C'est par la magie que la souillure est indélébile. Que penser alors de la réaction de cette femme? Dissimulatrice, elle cache la clé. D'un sang-froid remarquable, elle va refermer la porte, retourner dans sa chambre, essuyer la clé, et tout ça sans jamais défaillir. Elle se montre également menteuse, dit le comte. En comédienne inspirée, elle nie être jamais entrée dans le cabinet. Acculée aux aveux, elle tente le prix d'interprétation en affichant, nous dit Perrault, toutes les marques d'un vrai repentir, à genoux, des larmes, mais tout en restant belle et attendrissante. La femme ici concentre finalement tous les vices attendus. Autrement dit, elle est vénale, curieuse, impatiente, faible, dissimulatrice, envieuse, hypocrite. Mais l'homme n'en prend pas moins également pour son grade. Le comte décrit un mari possessif, jaloux, pervers, désireux de maintenir l'épouse qu'il a achetée dans l'ignorance. Sans parler du fait qu'il se révèle bestial et criminel, bien sûr. Et la suite, on la connaît. La 7e femme de la Barbe Bleue parvient à temporiser sa fin dernière et est sauvée in extremis par ses frères, qui transpercent l'affreux personnage de leur noble épée. Pour finir, elle le piège donc facilement par une ingénieuse fourberie. Résultat du conte, la désormais veuve de la Barbe Bleue s'en sort plutôt bien, ainsi que sa famille. La fin leur est heureuse. Elle devient l'unique héritière de sa fortune colossale, trouve un époux plus respectable, elle marie aussi sa sœur, la sœur Anne, et elle achète à ses frères des charges de capitaine, plus glorieux à l'époque que les statuts de dragons et de mousquetaires. Drôle d'histoire. Drôle d'histoire et à plus d'un titre, car de nombreuses zones d'ombre demeurent. Finalement, pourquoi le personnage titre ne rase-t-il pas sa barbe? Si vraiment elle est effrayante, c'est plutôt étonnant, non? Contrairement à Riquet la Houppe, autre personnage monstrueux de Perrault, qui lui est affublé d'une bosse et d'un corps difforme, contrairement à la Bête, qui lui aussi est sous l'emprise d'un maléfice, pourquoi est-ce que, si vraiment c'est la barbe qui lui attire toute cette aversion, pourquoi ne la rase-t-il pas? D'un coup de ciseau, il pourrait conjurer le sort, mais il ne le fait pas. Étrange.
Autre mystère, qu'est-ce qui motive la Barbe Bleue à laisser la clé et donc à prendre le risque de se voir confondue par sa nouvelle femme, laquelle pourra aller le dénoncer aux autorités. Hein, on a vu que de nombreux indices montrent qu'elle habite vraiment pas loin de ses copines, de la famille, et qu'elle est en ville. Donc elle pourrait très bien sortir. Hein. D'ailleurs, autre mystère, pourquoi est-ce qu'elle ne s'enfuit pas? Pourquoi au moment où est-ce qu'elle découvre ce fameux cabinet, pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas ses jambes à son cou? Pourquoi est-ce qu'elle prend le temps de rentrer dans sa chambre, de réfléchir à ce qu'elle va faire? Pourquoi est-ce qu'elle ne part? Pourquoi est-ce qu'elle ne part pas? Pourquoi est-ce qu'elle n'alerte pas toutes ses convives qui sont chez elle? Hein, donc c'est tout à fait étonnant. De même que pourquoi est-ce qu'en parlant à la sœur Anne, elle parle de ses frères? Pourquoi est-ce qu'elle dit mais ne vois-tu pas mes frères venir? Après tout, si vraiment Anne est sa sœur, ça devrait être leur frère. Elle devrait dire « Ne vois-tu pas nos frères venir ?» Donc il y a beaucoup d'indétermination dans ce texte, hein, sans parler de la supplique de sœur Anne, hein, je vois l'herbe qui verdoie, etc. On est quand même au moment où sa sœur est en train de manquer de se faire trucider, et elle part dans plusieurs envolées lyriques, hein, très longues. Donc c'est une situation qui est tout à fait étonnante. De même, dans ce conte, finalement, à qui la faute? La question des responsabilités est tout à fait, on pourra en discuter, étonnante. Hein, et lorsque Perrault nous dit de ses contes qu'elles excitent dans les enfants le désir de ressembler à ceux qu'ils voient devenir heureux, la crainte des malheurs où les méchants sont tombés dans leur méchanceté, qu'en est-il ici? Si on pourrait redouter le sort de la Barbe Bleue, donc effectivement personnage méchant, le sort de la 7e femme de la Barbe Bleue est-il enviable? Est-elle véritablement heureuse à la fin? Hein, la grille de lecture n'est pas si simple. Y a-t-il finalement un sens caché que symboliserait le cabinet fermé de la Barbe Bleue? Hein, est-il à découvrir? Est-ce que le mystère finalement ne doit-il pas rester entier? Hein, et chacun n'a-t-il pas à se re-raconter l'histoire comme il l'entend, depuis sa propre histoire, depuis son expérience, depuis son vécu? Hein, c'est ce que démontrent d'ailleurs les innombrables interprétations de ce conte. Je citerai pour exemple deux d'entre eux, celui d'Amélie Nothomb, où il est question d'une Barbe Bleue qui est en fait un esthète parisien richissime, qui accueille chez lui en guise de collocatrice une jeune fille, et qui s'adonne à la photographie. Je vous en dis pas plus pour que vous le lisiez, c'est vraiment un roman remarquable. Et puis il y a également le Barbe Bleue d'Anatole France, qui est tout à fait étonnant aussi, où il explique que la Barbe Bleue est victime d'un malentendu et que la 7e femme de Barbe Bleue a finalement eu une sorte d'hallucination au moment où elle a ouvert le cabinet et qu'elle s'est laissée prendre par un tableau qui représentait en trompe-l'œil des femmes égorgées, mais qu'il n'y a pas du tout de femmes égorgées dans ce cabinet. Autre version. Et enfin, dernière version que je n'ai pas vue encore, celle de Lisa Guez qu'on va découvrir demain, où il est question de ce que j'en ai lu, d'un propos universalisant sur les femmes et sur les barbes bleues que nous avons chacune en nous à affronter. Alors, tout ça pour venir à mon deuxième point, qui serait de dire finalement au bout du compte, que veut dire Charles Perrault avec ce conte? Dire quelque chose avec un conte a-t-il un sens en général? Par définition, un conte, c'est une fiction même merveilleuse qui nous éloigne de la réalité, de ce que l'on vit. Et la voie narrative ne peut que troubler les intentions de l'auteur. Les intentions et son discours aussi, de quel côté finalement est Charles Perrault? Est-ce qu'il est du côté de l'homme? Est-ce qu'il est du côté de la femme? Est-ce qu'il est du côté des femmes mal mariées? Quel est son message? Y a-t-il seulement un message? C'est peut-être déjà le prendre trop au sérieux que d'engager ce questionnement. Pourrait-on voir par exemple, dans ce texte, une illustration des clichés sur des vices proprement féminins, dont on a parlé tout à l'heure, donc savoir la curiosité, la vénalité, l'impatience, etc. Telle est la piste, d'ailleurs, que semble confirmer la première moralité du conte que va nous relire Samuel. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être. Et toujours, il coûte trop cher. Hashtag balance ton Perrault. Et pourtant, peut-on taxer Charles Perrault de misogynie?
l'auteur d'une apologie de la femme s'en défend. Dans l'épître à son recueil d'histoires aux contes du temps passé avec des moralités, il exhorte à se préserver de tout jugement hâtif à son égard. Je cite, « Cependant, mademoiselle, quelque disproportion qu'il y ait entre la simplicité de ces récits et les lumières de votre esprit, si on examine bien ces contes, on verra que je ne suis pas aussi blâmable que je parais d'abord. Ils renferment tous une moralité très sensée, et qui se découvre plus ou moins selon le degré de pénétration de ceux qui les lisent. Il semblerait que la Barbe Bleue, précisément, puisse être lue comme une critique du mariage intéressé. La famille mise tout sur la fille cadette, pour faire fortune, quitte à la marier avec un supposé criminel quand même. Et puis, la Barbe Bleue comporte une seconde moralité, une autre moralité, laquelle pourrait contrebalancer l'affaire. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé, et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible. Fut-il malcontent et jaloux, près de sa femme, on le voit filer doux. Et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître. Cette addition, plus tardive et sarcastique, insiste sur le décalage entre le conte et les mœurs de l'âge classique. La femme serait désignée comme la plus habile et la plus à même de se défendre contre les abus conjugaux, à moins qu'il ne s'agisse ici d'un sarcasme à l'encontre des maris qui se laissent dominer. N'y a-t-il pas de l'ironie dans cette inversion finale qui suppose que c'est la femme qui tient la culotte dans les ménages? Une forme d'hypocrisie à dire que telle est la réalité de la société patriarcale du XVIIe siècle? Quelle moralité croire? Pourrait-on en tirer d'autres morales encore? Comment comprendre cette contradiction entre les deux morales exposées? Déjà, y a-t-il seulement contradiction? Est-ce demander vraiment l'impossible que de dire à une femme de ne pas pénétrer dans l'une des pièces sans qu'elle soit, du même coup, tentée de le faire? C'est donc bien qu'elle est supposée curieuse par essence, non? Mais n'est-ce pas précisément à sa curiosité que la dernière femme de Barbe Bleue doit finalement sa vie, son salut? Son salut économique et celui de sa famille. Elle lui permet de démasquer le monstre et de s'enrichir de son héritage. Elle s'est ainsi libérée de son ignorance, et ce malgré l'interdit de son mari. En outre, Charles Perrault s'oppose historiquement radicalement à Boileau. Boileau qui est, lui, partisan des anciens, là où Charles Perrault est du côté des modernes, dans la querelle des anciens et des modernes. Boileau qui est auteur d'une satire contre les femmes, là où Charles Perrault écrivait une apologie sur les femmes. Dans sa satire contre les femmes de 1694, Boileau affuble le beau sexe de tous les vices. Infidélité, on ne peut jamais les croire, notamment s'agissant de désigner le père de leurs enfants. Il dit aussi que la femme est dépensière, ridicule quand elle est savante, qu'elle est susceptible uniquement d'une fausse vertu, qu'elle est hypocrite. Et il déconseille le mariage en disant « On peut trouver encore quelques femmes fidèles, sans doute et dans Paris, si je sais bien compter, et il en est jusqu'à 3 que je pourrais citer. » Boileau évoque en outre une liste effarante de femmes à éviter absolument. Il y a l'infernale, la fantasque, la maligne aux yeux faux, au cœur noir, la brusque impertinente, la vieille à la morgue dominante. Alors, la même année, Perrault réplique, avec son apologie de la femme, il y a certes certaines de ces remarques qui peuvent faire bondir, et il le sait, Samuel veut vous en lire une. Je suis encore persuadé que quelques femmes de la haute volée n'aimeront pas ses mères et ses filles, qui, travaillant chez elles, ne songent qu'à leur tâche et qu'à bien recevoir leur père ou leur époux quand il revient le soir. Elles trouveront ces manières bien bourgeoises et le sentiment que j'ai là-dessus bien antique pour un défenseur des modernes. Mais quoi qu'elles puissent dire, et quelques autorités qu'elles soient par l'usage et par la mode, il sera toujours plus honnête pour elles de s'occuper à des ouvrages convenables à leur sexe et à leur qualité que de passer leur vie dans une oisiveté continuelle. Mais pourtant, Perrault prend globalement la défense des femmes. Il loue par exemple les vertus de l'amitié conjugale
que méconnaissent ceux qui ne se marient que par intérêt. Je cite, « Ils ne comprennent point que pour vivre content, le choix de la personne est le plus important. C'est une vérité qui leur semble bizarre et qui n'entra jamais dans le cœur d'un avare. » Si la femme doit servir son maître, quand même, il le dit, ce dernier ne doit pas pour autant abuser de son autorité. Voici les conseils qu'il adresse à un futur marié. Ne t'avise jamais d'affecter la rigueur, de vivre en pédagogue avec trop de hauteur. Témoigne de l'amour, du respect et de l'estime, en mari toutefois qui conduit et qui prime. On a beau publier et prôner en tout lieu que le sexe est autant qu'il est impérieux, la femme en son époux aime à trouver son maître, lorsque par ses vertus il mérite de l'être. Si on la voit souvent résoudre et décider, c'est que le faible époux ne sait pas commander. Alors cela pourrait certes faire bondir les plus modernes que nous sommes, mais c'est déjà ça. C'est déjà une avancée au moins par rapport à Boileau et par rapport à tant d'autres, à l'âge classique. À la différence de ces écrits théoriques, donc comme l'Apologie sur la femme, les contes qu'écrit Charles Perrault jouent avec les codes de la morale traditionnelle, en s'opposant à une tentative de conclusion univoque. Il neutralise toute leçon que l'on envisagerait de tirer de ce qui se raconte. Il faut d'ailleurs rappeler ici que le conte a une tradition orale. Donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la retranscription orale, qui tient beaucoup aussi à la manière dont le conteur va lire le texte. Au-delà de morales qui n'en sont pas et qui ne cherchent pas à en être, au-delà de ce qu'on aurait tort de prendre pour une leçon de choses, il y a le plaisir de raconter et d'écouter l'histoire. Contre toute apparence, les moralités des contes n'ont peut-être pas la visée moralisante qu'on leur prête. Peut-être qu'elles visent uniquement à distraire. Non sans malice, le conteur s'amuse à écrire une prétendue satire, et on le saisit d'autant mieux que quasiment tous ces contes sont dédiés à des femmes lectrices, à des femmes lettrées qui vont faire l'appui et le beau temps en ce qui concerne les écrivains de l'âge classique, celles qui font la réputation et qui adoubent les écrivains à l'époque. Et Perrault nous dit se fier à leur bon goût naturel, là où d'autres se réfèrent davantage aux anciens, toujours dans la querelle des anciens et des modernes. Perrault ne prend pas pour caution les modèles antiques, mais les femmes. Loin d'être un défaut, finalement, l'équivocité des fictions, les indéterminations par rapport à des traités ou à des essais qui se veulent plus univoques, cette équivocité a peut-être des vertus éducatives, et en particulier du point de vue de l'enseignement moral. Selon Malebranche, dans son traité de la morale de 1684, donc quasiment contemporain du conte, rien ne sert au précepteur de moraliser, d'insuffler la vérité à ses élèves. Il doit plutôt faire appel à son propre jugement, au sentiment intérieur, nous dit-il, que nous avons de ce qui se passe en nous. Seules les voies du retour sur soi, de l'expérimentation et du questionnement intérieur valent enseignement, contre toute instruction extérieure sous la forme de sentences abstraites. Dans son traité de l'éducation des filles, Fénelon, toujours à la fin du XVIIe siècle, indique, je cite, que toutes ces histoires, ménagées discrètement, feraient entrer avec plaisir dans l'imagination des enfants, vive et tendre, toute une suite de religions, depuis la création du monde jusqu'à nous, qui leur donnerait de très nobles idées et qui ne s'effacerait jamais. Fénelon défend en effet également l'idée selon laquelle l'éducation ne doit pas se faire sur le modèle d'un remplissage, mais qu'il s'agit davantage de rendre l'élève disponible, capable de recevoir, de réfléchir par lui-même. La vérité est en nous et de l'ordre d'un travail sur soi, que facilite finalement le truchement d'une fiction telle que La Barbe Bleue, et telle que les aventures de Télémaque, par exemple, écrites par Fénelon. Finalement, par l'imaginaire qu'elle ouvre, la fiction en général ne donne jamais mieux à penser que lorsqu'elle refuse de livrer ses clés. Elle libère un espace de réflexion. Si tout est faux dans une fiction, le lecteur n'en est pas dupe. Et cela va instaurer une sorte de complicité avec l'auteur. Il y a quelque chose de l'ordre d'une feintise ludique, selon l'expression heureuse de Jean-Marie Schaeffer dans Pourquoi la fiction, il parle de feintise ludique. C'est-à-dire qu'on est immergé dans une histoire fausse, mais on le sait, et le lecteur simule de croire à l'incroyable qui lui est raconté, et à croire à l'hallucination que lui produit l'écrivain. Et son imagination va alors travailler à plein, va alors travailler librement, mais sans concept, sans son entendement.
le lecteur finalement va jouer à faire comme si, et c'est très bien comme ça. Conscients du pouvoir de la fiction, les philosophes d'ailleurs y recourent très fréquemment. Les personnages conceptuels que définit Gilles Deleuze dans Qu'est-ce que la philosophie? Par exemple, en personnage conceptuel de la fiction, il y a le fameux Zarathustra de Nietzsche, il y a l'idiot, le sauvage, mais aussi tous les mythes platoniciens. Les hypothèses comme l'état de nature de Rousseau, Rousseau qui nous dit de l'état de nature qui n'existe plus, n'a peut-être jamais existé, probablement n'existera jamais. Toutes ces fictions montrent que le logos se nourrit des incursions dans l'imaginaire. La fiction a une fonction heuristique, que mobilisent à la fois les rationalistes comme Descartes, avec l'hypothèse par exemple du malin génie, avec la fable du monde, les rationalistes mais aussi les empiristes, pour qui l'imagination est depuis Francis Bacon un moyen de connaissance. John Locke va inviter régulièrement le lecteur de son essai sur l'entendement humain à imaginer des personnages aussi farfelus que l'homme des bois, l'aveugle né opéré, l'homme doué, Dieu microscopique. Tous ces personnages tout aussi fantasques les uns que les autres ne sont pas dans un conte, mais sont dans un essai bien sérieux, qui est l'essai sur l'entendement humain. Comme le soutiendra également l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, la raison n'est pas l'unique source de connaissance. L'imagination désigne également une faculté de l'entendement. Elle éclaire la nature et guide l'homme au-delà des limites du connu. Le régime de la fiction, finalement, peut s'avérer nécessaire pour réfléchir à ce qui échappe à toute expérimentation. Comme par exemple l'état de l'homme à l'état de nature, comme par exemple l'origine de nos connaissances. Le traité des sensations de Condillac de 1754 décrit par exemple une statue de marbre dont les sens sont initialement fermés et dont on va suivre la progression. Il nous dit à propos de cette statue imaginaire: nous imaginâmes une statue organisée intérieurement comme nous et animée d'un esprit privé de toute espèce d'idée. Le nous de nous imaginâmes, le nous de l'imagination embarque le lecteur. Il exhorte à nous représenter et à vivre cette expérience hors norme. Cette expérience hors norme est impossible en dehors du champ de la fiction. Condillac précise: j'avertis donc qu'il est très important de se mettre très exactement à la place de la statue que nous allons observer, comme si c'était simple. Il faut commencer d'exister avec elle, n'avoir qu'un seul sens quand elle n'en a qu'un, n'acquérir que les idées qu'elle acquiert, ne contracter que les habitudes qu'elle contracte. En un mot, il faut n'être que ce qu'elle est. Donc il y a un caractère complètement imaginaire de cette expérience qui est pourtant la clé de la philosophie sensualiste de Condillac. Et ce caractère imaginaire de l'expérience qu'il invite le lecteur à faire ne compromet en rien sa qualité de preuve. C'est pas pour autant qu'il ne peut pas l'utiliser à l'appui de sa philosophie. La fiction, finalement, va revêtir chez de nombreux philosophes une portée cognitive. Machine à fantasmes, elle donne des idées. Elle donne littéralement des idées. L'imagination va occuper ainsi une place de choix, une place de premier ordre dans la connaissance, bien au-delà de celle d'ornement qui lui était auparavant destinée. Dans un poème hommage à Épicure, Lucrèce parle déjà du doux miel poétique, celui-là même qui sert à sucrer des médecines qui seraient trop amères, comme par exemple l'absinthe. Lucrèce évoque ce doux miel poétique pour parler du fait que l'on puisse sucrer des théories qui sont difficilement accessibles et qui sont moins plaisantes lorsqu'elles sont livrées telles quelles. On ne saurait mieux transmettre de ce fait-là les principes épicuriens qu'en recourant à des fictions, qu'en les enrobant du charme de la poésie comme l'a fait Lucrèce. De même, La Fontaine, on ne pouvait pas ne pas parler de La Fontaine ici, justifie le choix du genre de la fable par leur légèreté, au contraire de sentences lourdes et souvent ennuyeuses. Si la querelle des anciens et des modernes divise La Fontaine et Charles Perrault, là où le fabuliste serait davantage du côté des anciens et Charles Perrault du côté des modernes, La Fontaine et Charles Perrault partagent pourtant un même goût de la fiction, dont ils louent tous deux les vertus. Je laisse Sam lire Le pouvoir des fables dont on a parlé tout à l'heure en introduction, ou du moins un extrait. Dans Athènes autrefois, peuple vain et léger, un orateur voyant sa patrie en danger, courut de la tribune, et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas.
l'orateur recourut à ces figures violentes, qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs. Il en vit s'arrêter à des combats d'enfants et point à ses paroles. Que fit le harangueur? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille en nageant, comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée à l'instant cria tout d'une voix. Et Cérès, que fit-elle? Ce qu'elle fit, un prompt courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi? De contes d'enfants, son peuple s'embarrasse. Et du péril qui le menace, lui seul entre les Grecs, il néglige les faits. Que ne demandez-vous ce que Philippe fait? À ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en eut l'honneur. Nous sommes tous d'Athènes en ce point. Et moi-même, au moment que je fais cette moralité, si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois cependant. Il le faut amuser encore comme un enfant. D'apparence enfantine, ces puérilités que sont les fables, de l'aveu même du fabuliste, servent, je cite, d'enveloppe à des vérités importantes. Ces histoires fantaisistes et mensongères où tout parle, y compris les poissons, nous dit-il, n'en livrent pas moins des vérités qui servent de leçons. Des leçons qui font moins appel à notre intellect qu'à notre empathie, précise Perrault. Mais où est le vrai dans toute cette histoire? Nulle part, sinon que la fiction donne à penser. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des commentaires? Ça vous a laissé sans voix. Il y a une question là-bas. Votre perception à vous, en tant que femme, en tant que petite fille à l'époque, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous voulez le lire? Qu'est-ce que vous voulez vous disiez qu'elle... en fait, je suis pas du tout de la même réaction. Moi, je me disais, pourquoi elle part pas? Enfin, je comprends pas. Et puis, on espérait que peut-être il la pardonne. En fait, du coup, ça appelle à comment on se voit aussi en tant que femme et notre relation avec les hommes aussi, comment on voit la future vie maritale en tant qu'enfant. Je sais pas. Oui, tout à fait. Il me semble que du coup, ça va dans le sens de la mise en scène de la Barbe Bleue, peut-être que dont vous voulez nous parler. Parce qu'il me semblait aussi que ça allait dans le sens justement d'une sorte d'universalisation de la question du rapport homme-femme. Les questions que vous vous posez, c'est des questions que nous aussi on s'est posées. Je pense qu'on est de la même génération. Lisa nous a amené à nous poser tout un tas de questions. Oui. Oui, du coup, forcément, notre interprétation, c'est par rapport à nous et notre regard, et aussi notre imaginaire, bien évidemment, parce que c'est pas autobiographique, c'est... comment dire? On est toutes porteuses d'un imaginaire par rapport à l'histoire et comment, en se posant des questions sur le conte d'origine, quelles sont les questions qu'on libère du conte
et qui ne sont pas posées ni par Perrault. Une question aussi que vous avez posée, pourquoi elle ne s'enfuit pas? Ce qui était quand même la grande question. Et quand on se penche un peu plus sur le conte, on voit qu'il y a plein de zones d'ombre. Comme disait Lisa, il y a des zones de trouble. Par exemple, on ne sait pas du tout quelle relation elle entretient avec son mari avant qu'il parte. On dit 1 mois plus tard, il se passe ci, il se passe ça. Il n'y a aucun mot sur les femmes qui sont mortes dans le cabinet, alors que c'est quand même une information importante. Voilà. Et on passe très vite à autre chose. On sait que c'est ces anciennes femmes, mais on ne se pose pas du tout la question de qui elles sont. Et donc l'idée, ça a été de leur donner... Enfin, c'était un prétexte pour leur donner la parole. Un prétexte, enfin, pas un prétexte, mais de nous aussi imaginer, d'un point de vue contemporain, bien évidemment, qu'est-ce que ça peut être un barbe bleue des temps modernes? Qu'est-ce que... alors, c'est pas forcément la barbe bleue qui nous attire, mais... comment faire grossir le truc et que ce ne soit pas que les femmes sont vénales, il a du pognon, on y va, et que c'est quand même un peu plus complexe que ça. Et on a tout imaginé des choses, comment dire? En fait, le procédé avec lequel Lisa a travaillé, c'était en fait de demander à chacune des comédiennes qui pourrait être son barbe bleue. Et du coup, c'était aussi l'idée de faire se dégager des individus et pas des caricatures. Oui. Et voilà. Et en fait, donc elle a donné la parole aux femmes mortes de Barbe Bleue, aux épouses défuntes, et qui rejouent entre elles en fait leur relation avec Barbe Bleue, elles-mêmes ayant vécu en fait la même chose que la femme vivante qui ouvre la porte. Oui. Et voilà. Et en fait, c'est une manière d'explorer un peu tout un tas de possibles en fait, de fiction possibles autour de cette figure. Et aussi, nous on est 5 comédiennes avec 5 histoires différentes qu'on a chacune inventées. Mais le principe de ce spectacle, comment dire, ça aurait pu être 5 autres comédiennes avec 5 histoires différentes. Enfin, ouais. Ça peut se multiplier à l'infini. Et d'ailleurs, avec Anne, quand on anime des ateliers autour de Barbe Bleue, en fait, avec les lycéens, on réinvente en fait à chaque fois des fictions autour de... En fait, c'est juste une structure, comme vous l'avez dit, qui nous permet de penser en fait des nœuds sociaux qui se passent dans la vie contemporaine, quoi. Voilà. Dans ton analyse du conte, tu donnes le sentiment que c'est une femme qui se libère de l'emprise de son mari. Est-ce que c'est pas plutôt 2 hommes qui libèrent une femme de l'emprise de son mari, c'est-à-dire finalement une femme qui est toujours libérée par un homme ou par en l'occurrence 2 hommes? Les frères. Et à la fin du conte, les femmes se marient et les hommes accèdent à un poste supérieur dans l'échelle sociale. Donc c'est... Non, mais c'est grâce à elle. Ah. Les frères, en fait, ils ont eu leur promotion Moi, j'ai senti que grâce c'était un concours à de elle. circonstances, non? Après, c'est partagé. La victoire est partagée. Mais celle qui hérite, en fait. Donc, du coup, elle fait hériter après toute sa famille et qui se marie et qui marie tout le monde. Celle qui devient après la... Grâce à ses frères, quand même. Grâce à ses frères, ouais. On ne sait pas d'où ils Au viennent. départ, ouais. Mais ça, Les verbes du conte sont des verbes d'action, dans le sens où elle ouais. À ce moment-là, oui, dans ce passage-là, dans le passage où... À la fin. Est-ce que ce sont des verbes d'action On ne sait pas d'où. Mais Elle parle à sa sœur. je crois pas avoir tranché plus que ça les responsabilités justement diverses, mais il se trouva que la Barbe Bleue n'avait point d'héritier, ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur, une autre à acheter des charges à son frère, le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme. Donc elle se marie elle-même. Elle n'est plus mariée de force, elle se marie elle-même. Ouais.
Et ça, sur la fin, c'est une question aussi qu'on s'est posée, c'est qu'elle attend, petit 1 ne se veut pas, et petit 2, elle attend que ses frères arrivent, et du coup, sa survie ne dépend que de ça. Et il y a une sœur qui est là, apparemment, depuis le début, et donc elles sont 2 contre 1, et l'idée de se défendre, d'essayer du moins de se défendre, ne leur vient pas à l'esprit. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a questionné, et du coup, dans le spectacle, si jamais vous venez demain, les femmes mortes sont dans une espèce elles sont dans le cabinet et elles revivent constamment leur histoire. Et elles essayent de s'entraider pour voir, bon ben là, qu'est-ce que tu aurais pu faire, bon, même si c'est en vain, mais comme si elles ne veulent pas être mortes pour rien, et elles se disent, bon refais, là, qu'est-ce que tu peux faire? Bah non, ça marche pas, bon bah là, bon, aujourd'hui on est jusque là, peut-être que demain on avancera un peu plus loin, et enfin, je sais plus où je veux dire. Enfin, oui, oui. Et en fait, une autre lecture, nous, qui nous a un peu intéressés pour ce travail-là, c'était Femmes qui dansent avec les loups, je sais pas si ça veut dire quelque chose, de Clarissa Pinkola Estés, et en fait qui fait une analyse de Barbe Bleue, et qui, elle, en fait, voit dans ce conte l'entièreté de la psyché féminine, et elle dit qu'en fait, le Barbe Bleue, c'est une figure, en fait, qui habite en fait... qui peut habiter une femme, ou un individu, et en fait que c'est... Elle réanalyse tout le conte en parlant de l'ouverture du cabinet comme l'ouverture de désir, en fait, et qu'il y a quelque chose qui retient, en fait, ces désirs, et qui est ce Barbe Bleue qui interdit et qui culpabilise, en fait, à l'ouverture de cette porte, avec cette clé fée. Et voilà, et en fait c'est aussi une manière de ne pas moraliser et de ne pas voir le recours aux hommes comme un échec, en fait, de la part de la femme de Barbe Bleue, en prenant toutes les figures, en fait, du conte comme... C'est un peu comme si c'était Barbe Bleue présent dans la psyché comme la somme des injonctions à devoir combattre, et qu'on doit faire face à des Barbes Bleues, on va dire, extérieures, mais qu'il y a aussi ceux qui nous habitent et qu'on s'interdit aussi soi-même, tout ce que Sarah disait autour des désirs. C'est la part d'ombre. On en revient à cette part d'ombre dont on parlait, Elise. Mais pourquoi ça ne pourrait pas être la part d'ombre de Barbe Bleue, par exemple, tout ce qu'on peut avoir de caché, qu'on ne veut pas forcément dévoiler à l'autre, et qu'elle rentre dans ses secrets, en fait. Mais il lui donne la clé. Mais après, elle n'était pas obligée d'ouvrir. Oui, mais je ne sais plus comment le dire. Non, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est pas si... Enfin, oui, ça peut être aussi... c'est ses zones d'ombre à lui, et que chacun doit garder son petit jardin secret pour pas que ça capote, en fait. Oui, mais tout ce qu'il veut, ce qu'il veut Barbe Bleue, c'est qu'elle ouvre. Ah bah oui, je pense, moi. Si on partait, parce que c'est pas vraiment sous-entendu, est-ce qu'on part du principe qu'à chaque fois qu'il a tué sa femme, c'est parce qu'elle a ouvert? Mais la première, Du coup, la première, on ne sait pas pourquoi il l'a tuée. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont fait pour... Est-ce qu'il les a tués? Et c'est pour ça... C'est une question qu'on s'est aussi posée, et du coup on a fait notre interprétation de qui est potentiellement la première femme de Barbe Bleue. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Donc vous aurez la réponse demain. Enfin, ça n'est qu'une... Après, il est très attirant, cette chose aussi. Bah oui. On le décrit... J'ai l'impression que dans le conte, il y a tellement d'énergie qui est mise dans le fait qu'il est soi-disant si horrible, mais l'attirance n'est pas forcément égale à la beauté physique, le charisme, le charme, c'est clairement des situations d'emprise pour moi, et l'emprise, le fait de pouvoir être en emprise n'a rien à voir avec le fait d'être beau physiquement, je pense. Oui. Pour rebondir sur le fait
donne la clé à la femme, est-ce que justement, finalement, lui, il ne cherche pas une personne qui respecterait son jardin secret? Il teste sa conscience, il la met à l'épreuve. Voilà. Et après, il a un côté très narcissique. Peut-être qu'il est perfectionniste, Peut-être qu'il cherche celle qui n'ouvrira pas. Ouais. Oui, mais ça veut dire qu'il épouse quelqu'un dont il n'a pas entièrement... Enfin, qui fait ça, clairement. Enfin, en fait, moi je pense qu'il y a tout, il n'y a aucune excuse à... Il y a beaucoup de... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de relations où, en fait, et notamment quand les relations se rompent, on a souvent des fois une grande joie, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu, c'est bah tiens, je découvre la personne avec qui j'ai passé X années de ma vie, donc je pense qu'on ne connaît jamais forcément, il y a toujours une part d'inconnu dans les personnes. Et là où je disais, où moi je pense qu'il est très content qu'elle ouvre et que c'est ce qu'il attend, c'est qu'il est censé partir je ne sais pas combien de temps en voyage d'affaires, et on dirait qu'il attend derrière la haie pour revenir... Et justement, ça peut être aussi un test de se dire, tiens, je veux tester sa confiance. Mais oui. Une relation très saine. C'est aussi tester peut-être son autorité en fait. Voir si elle est obéissante. Est-ce qu'elle est obéissante? Parce qu'en fait, est-ce qu'il n'a pas aussi une grande confiance en lui? Enfin, des fois, je trouve qu'il peut avoir des traits de pervers narcissique. Je pense. Oui, j'avais une autre question à poser sur un autre personnage dont on parle assez peu, c'est la sœur, puisqu'elle est nommée au début comme il y a 2 filles, donc c'est tout. Et puis d'un seul coup, la voici qui joue un rôle extrêmement important dans la narration. D'abord, elle est dotée d'un prénom. C'est la seule, Et c'est la seule de tous les contes de Perrault qui a un prénom, qui a un nom de baptême. Les autres ont un surnom, ou ils ont un sobriquet, ou ils ont un diminutif. Il y a bien Pierrot chez Pousset, mais c'est Pierrot. Et un Riquet. Guillaume, mais un Guillaume c'est un paysan. Et donc c'est d'ailleurs pas tellement un prénom qui est donné à l'époque. Et donc d'un seul coup elle est dotée d'un prénom, elle est dotée d'un rôle qui est d'ailleurs très très vraisemblable parce que normalement si la Barbe Bleue veut continuer à épouser des femmes, il devrait tuer aussi la sœur, il n'en est pas question. Alors je sais bien qu'elle joue un rôle dans la narration parce qu'elle est là pour créer le suspense, hein. C'est le premier film d'Hitchcock, c'est Une voiture rien veut dire. On a l'impression d'être dans North by Northwest d'Hitchcock, là, avec l'avion qui n'arrive pas. Et donc là, c'est ça, ça arrive, non, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais, mais si, ça finit par arriver. Et puis, il y a cette façon, effectivement, on en a parlé, cette façon qu'elle a de s'exprimer, l'herbe qui verdoie, c'est assez étrange, quoi. Alors, il paraît que c'est une référence en fait à la sœur de Didon, Anne Massoror, dans l'Énéide. Oui, voilà. C'est tout à fait étonnant parce que lui, il est plutôt du côté des modernes. Pourquoi est-ce qu'il fait cette référence-là à ce moment-là? En même temps, c'est un conte qui est plein d'ironie, c'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup plus trouvé si dégoûtant, enfin si déplaisant. Bon, il y a une série de remarques ironiques, donc est-ce que c'est un jeu littéraire de Perrault? Je pense que oui, parce qu'il y a effectivement cette montée du suspense qui sert, mais en même temps cette sœur elle est quand même étrange parce qu'elle ne dit pas nos frères, mais voilà, ça, c'est étonnant. C'est un personnage assez étonnant. Mais ça crée vraiment un contraste en plus, parce qu'elle incarne un peu un moment poétique, alors qu'elle l'autre manque de se faire trucider. Est-ce vraiment le moment de dire, en plus elle répète toujours la même phrase, etc. Enfin, c'est long en plus qu'elle dit. Elle pourrait juste dire oui, ils sont là, non, ils sont pas là, et là, et l'herbe, etc. Donc c'est vrai que ça crée aussi, il y a quelque chose d'assez humoristique, il y a un décalage complet en fait entre elles. Et puis en même temps, il y a le fait qu'elle monte en haut de la tour, qui est un rappel des histoires du temps passé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ce personnage de la fille en haut de la tour qui attend le retour du chevalier. Enfin, les cavaliers, chez la presse, pardon, oui. Moi comme je l'ai lu, les cavaliers je m'en fous par rapport à l'histoire. Je vois vraiment une triangulation entre Anne, sa sœur, celle qui n'a pas de prénom, et ça c'est riche et dramatique, c'est la vraie zone d'ombre, mais qui est-elle? Qui est-il, enfin, au juste, dans ce rapport-là aussi à la Barbe Bleue? C'est ces trois-là. Les cavaliers, j'en ai rien à cirer. La Barbe Bleue, enfin, il est tout le temps appelé la Barbe Bleue avec
cet article qui genrait féminin. Enfin, alors que c'est le petit chaperon rouge d'ailleurs, qui lui est bien, qui est en principe bien une fillette, et qui est tout le temps appelé le chaperon. Après, il y a la bête. Et oui, mais la bête, c'est pas dans. C'est Madame d'Aulnoy, c'est pas. Oui. Voilà. Mais Chez je veux dire, Perrault, c'est pas. Ouais. Il y a La Belle au bois dormant, Le Prince, ça, là jusque-là, tout va bien. Mais oui, c'est le chaperon rouge, et puis c'est la barbe bleue. Puis alors en plus sur les couleurs, enfin moi je me suis amusée à passer à la moulinette pour compter les noms, les mots. Et en fait, chez Perrault, il n'y a aucune couleur. Les seules couleurs, c'est rouge, mais uniquement pour le chaperon rouge, et bleu uniquement pour la barbe bleue. Si, il y a une jupe jaune d'une sœur de Cendrillon. Mais il n'y a jamais d'adjectif de couleur, il n'y en a aucun. Il y a juste le chapeau rouge, mais toujours dans l'expression le chapeau rouge, et bleu, toujours dans l'expression la barbe bleue. Il y a le vermeil, il me semble. Oui, alors il y a vermeil, mais le vermeil c'est le métal, c'est pas la couleur, c'est le métal. Doré, il parle du doré. Oui, voilà. Sinon c'est l'or, les perles, les diamants. Vrai, voilà, mais c'est des métaux ou des pierres précieuses. Mais il n'utilise ni l'adjectif vert, ni l'adjectif. Elle est très liquide, cette barbe. Oui. Les mots sont des greniers. Enfin, je pense que le B de bleu. Enfin, voilà, Oui, c'est. Elle est très liquide. C'est marrant, tout à l'heure, tu disais dans ce rapport à demain soir, la réponse. Non, une des réponses possibles. Une réponse. Et même nous, on en a trouvé plein. Enfin, le spectacle s'est fait en plein d'étapes, du coup, il y a eu plein de versions qu'on a présentées. Et donc, c'est un chemin. Oui, c'est un chemin et on n'a pas toujours donné plus ou moins la même réponse. Et donc là, c'est une réponse possible avec laquelle on s'est amusé. Et puis aussi, qui rentre en lien aussi avec les autres femmes, les autres partitions. En fait. Mais on a chacune notre univers et notre imaginaire, notre vocabulaire à nous. Et en même temps, on œuvre pour une seule et même chose. C'est vraiment la richesse de ce conte, qui n'en est pas un, si j'ai bien compris, Élise, dans la mesure où il y a, encore une fois, toutes ces zones d'ombre, qui fait que ce n'est pas un conte. Enfin, si j'ai bien compris, ou quelque chose comme ça. Ceci n'est pas un conte. Oui. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas un conte? Mais pourquoi le publier dans un recueil de contes si ce n'est pas un conte? Oui, parce qu'il y avait histoire du temps passé aussi. C'est pas que conte ou histoire. Conte ou histoire du temps passé. Mais donc il y a plusieurs histoires qui ne sont pas des contes alors. Non, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Donc histoire, ça doit être au singulier. Oui, non, les contes sont aussi des histoires. Histoire et conte du temps passé. Voilà. Mais c'est conte ou histoire du temps passé. Donc c'est vrai, une histoire. Et là, c'est une originalité. Il n'y a pas tous les autres. C'est La Belle au bois dormant, conte. Le Petit Poucet, conte. Ce que tu veux, conte. Mais là, il n'y a rien. La barbe bleue et... Par contre, il y a la clé magique. Il y a la clé. Qui fait décrocher du réel. Mais pour rebondir sur ce que disait Sarah tout à l'heure, on fait beaucoup d'ateliers avec des lycéens notamment, où en version très condensée, on les fait passer par les mêmes étapes de création que nous. Et souvent, quand ils viennent voir le spectacle, au début, ils sont là, mais non, vous l'avez déjà fait, du coup, on sera forcément impacté par vos histoires, du coup, nous, on n'arrivera pas. Et en fait, on l'a fait avec beaucoup de lycéens et on n'a jamais eu deux histoires pareilles. Et tout est possible parce qu'on peut mettre l'accent sur la zone d'ombre aussi qu'on veut. On peut s'attarder sur la grosse fête de quand il part, on peut s'attarder sur... Enfin, il y a plein de petites failles et de zones d'ombre, comme vous le dites, qui fait qu'on peut inventer plein de choses autour de ce conte-là, enfin de cette histoire-là. Et c'est là la richesse aussi, je pense, pas que cette histoire, mais des fables, des légendes, des contes, des histoires. C'est qu'on peut les remanier aussi à l'infini. Moi j'ai une question, je n'ai pas la réponse du tout. C'est est-ce que, parce que bon, pour le Chaperon rouge ou La Belle au bois dormant ou Cendrillon, on sait qu'il y a des versions précédentes.
Mais finalement, pour une histoire de Barbe Bleue, il n'y en a pas tellement. Enfin, je ne connais pas de variantes, moi. Je connais que celle-là. Mais j'ai pas l'impression... Enfin, je me suis posé la question de savoir s'il y avait quelque chose avant. À part, bon, des personnages d'ogres, de tueurs en série. Les tueurs en série, il n'y en a pas beaucoup, quoi, dans la littérature qui précède. Oui, il y en a des bien réels, mais pas... Oui, il y a bien réel, mais voilà. Mais on a l'impression que c'est justement que c'est une histoire qu'il invente presque entièrement, enfin, qu'il n'y a pas de source populaire comme il y en a pour les autres contes du recueil. Enfin, je sais pas, j'ai pas la réponse. C'est une question. Non, mais c'est vrai, et surtout que les ogres, c'est plutôt les enfants qui veulent manger, alors que là, c'est des femmes. Ils les égorgent avec un coutelas. Alors c'est aussi Avec étonnant la mention du coutelas, parce que c'est pareil. C'est très précis, c'est un détail très réaliste. C'est la seule mention dans les contes, hein, le coutelas, c'est... Voilà. Et c'est quelque chose de très réaliste, enfin c'est un objet de cuisine, c'est un coutelas de chasse, c'est pas une arme de noble, c'est pas, contrairement aux frères qui ont une épée. Enfin, c'est symbolique le coutelas que... Ouais, le coutelas, oui, c'est chargé de symbole. Et après, ce que vous disiez sur la triangulation, sur la Barbe Bleue et les deux sœurs, j'ai vraiment l'impression, moi, d'un dédoublement, finalement, de la femme en la femme sans nom et la sœur, qui sont finalement les deux façons d'être de la femme, celle qui attend et celle qui guette. Il y a un orthocentre ou un équicentre, je ne sais plus. Enfin, il y a un centre dans sa triangle. Quelque chose comme ça. Ça marquait la distance qu'il y a entre son désir, est-ce qu'elle a envie qu'ils arrivent ou pas? Est-ce qu'elle a envie de vivre ou de mourir? Ouais, c'est vrai. Que ce passage dans le cabinet, c'est la consommation de désir. Enfin, il y a quand même quelque chose de très sexuel. D'ailleurs, elle perd sa chaussure en descendant. C'est l'attente, quoi. Oui. Une attente. En tout cas, je ne sais pas si parmi vous, du coup, il y en a qui viennent demain soir, mais je crois qu'il y a un bord plateau qui est prévu après, où du coup, ça sera peut-être aussi, enfin, comment dire, l'occasion, merci, l'occasion d'échanger avec du coup ce que vous aurez vu, qui est que des histoires possibles. S'il n'y a pas d'autres interventions. Merci encore.